7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, l'union fait la force. C'est sur cet adage que TF1 et M6 avaient l'intention de former un champion de l'audiovisuel français dans un écosystème médiatique chamboulé par la révolution numérique, les plateformes vidéo et le déclin progressif du temps passé devant la télé. Après des mois de tractation, ces deux groupes privés de télévision française ont annoncé vendredi renoncer à ce projet. Pourquoi cette fusion n'a-t-elle pas abouti? Bonjour Philippe Bailly. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes président de NPA Conseil. Première question au sujet donc de ce qui apparaît aujourd'hui comme un fiasco initialement concurrent. Pourquoi ces deux groupes avaient-ils le souhait, plus qu'un souhait, d'une volonté farouche de s'unir? Parce que l'union fait la force, comme vous l'avez dit, à différents niveaux. Au niveau des programmes, je prends ce qui concerne le plus le public. Et juste un exemple qui marque comme les temps sont durs aujourd'hui quand on monte une chaîne française face au groupe américain. Actuellement, Amazon diffuse une série tirée du Seigneur des Anneaux. La saison de la série, donc 7-8 épisodes, elle coûte 450 millions de dollars. C'est la série la plus chère du monde. Mais ce que dépense TF1 en une année pour l'ensemble de ses programmes, c'est 1 milliard. Donc, avec son enveloppe annuelle, TF1 a de quoi se payer 2 saisons et demie de cette série. Et puis le reste du temps, c'est écran noir. Ou alors, c'est des rediffusions. Donc ça marque un peu les déséquilibres. Évidemment, l'espoir, c'est qu'en se réunissant, on soit davantage capable en cumulant les budgets, enfin bref, d'être plus ambitieux. L'autre point, c'est plus généralement, c'est dans le digital nécessite beaucoup d'investissements en technologie, en marketing. Là aussi, cumuler les forces, c'est avoir davantage de moyens pour investir. Et on pourrait décliner comme ça sur à peu près tous les pans de l'activité d'une chaîne de télé. L'idée, c'était donc de créer un champion, parce que c'est toujours en fait un peu le même discours, Philippe Bailly. On dit qu'il faut un champion national dans le domaine, donc là, en l'occurrence, de la télévision. Et tout cela était fortement encouragé, y compris par les autorités. Alors ça, sur les autorités, il faut toujours se méfier. Je crois que c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais je crois que c'est Pierre Jox qui disait, quand on lui disait « Oui, on m'a dit à l'Élysée », et Pierre Jox répondait « Oui, mais vous savez, du concierge de l'Élysée au président, ça fait beaucoup de monde. » Et il y a eu beaucoup de rumeurs, y compris d'ailleurs celles voulant que la nomination de Benoît Cœuré à la tête de l'autorité, donc à la place d'Isabelle de Silva qui lui précédait, ait été due à la réticence d'Isabelle de Silva par rapport à cette fusion. L'histoire montre que... Pardon ? C'est ce que l'on a lu dans la presse à l'époque. C'est ce qu'on a lu dans la presse. En tout cas, l'atterrissage montre que peut-être Benoît Cœuré a changé d'idée ou peut-être qu'il a été mal piloté. Enfin bref, en tout cas, au final, c'est lui aujourd'hui qui refuse de célébrer le mariage. Et oui, parce qu'en fait, il faut débuter par la fin. C'est un fiasco parce que c'est l'autorité de concurrence qui a mis le holà à cette fusion dans des conditions, en tout cas, qui paraissaient acceptables aux deux parties. Expliquez-nous pourquoi, Philippe. Écoutez, Benoît Cœuré, en l'occurrence, c'est un peu comme un maire qui est supposé célébrer un mariage. Les deux époux approchent de son bureau. Il leur dit ok, je vais vous marier, mais alors bon, d'abord vous laissez sur le côté vous votre sac à main, vous votre cravate, etc. Bon, ça c'est toutes les petites concessions annexes, mais mieux que ça, vous vous engagez pour l'éternité à faire chambre commune, voire il y en a un des deux qui dès maintenant sort de la pièce et puis j'en marierai un tout seul, parce que c'est un peu ça. Expliquer que les groupes TF1 et M6 vont se réunir, mais que soit la chaîne TF1, soit la chaîne M6 doit descendre du bateau, c'est vraiment vider l'opération de son sens. Mais dans le même temps, on soupçonnait, alors là aussi, on a pu lire ça dans la presse, mais je vous pose la question, Philippe Bailly, on soupçonnait cette fusion de vouloir avant tout faire la peau du service public, parce que finalement, le principal acteur en matière de télévision gratuite, je mets le terme entre guillemets, de la télévision gratuite, c'est le service public de télévision en France. Alors, franchement, qu'on ait pu le lire, c'est possible et c'est probable. Que ça corresponde à une vérité, j'ai beaucoup de mal à le croire. Enfin, d'abord, ce dont on parle, certains de nos voisins l'ont fait. Enfin, c'est un grand groupe privé et un grand groupe public qui cohabitent et éventuellement qui cohabitent bien. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Grande-Bretagne. Je veux dire, c'est pas une situation... Oui, en Italie, c'est un bon modèle parce qu'on présente souvent la télé italienne comme étant un modèle, comment dirais-je, de qualité aléatoire. Discutable.
En tout cas, ça fait des années que ça dure. Est-ce que la RAI est exemplaire dans ce qu'elle montre face aux chaînes de Mediaset? Je me garderai d'un diagnostic. Mais enfin, en tout cas, la situation comme ça, d'un face-à-face privé et public, non. Mais honnêtement, Alors, pour en revenir à la question, je ne crois pas qu'il y ait eu un agenda caché TF1, M6 contre le service public. D'ailleurs, Delphine Ernotte a toujours été plutôt positive sur cette opération, mais pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, le service public, et depuis Nicolas Sarkozy 2008, est devenu un petit acteur publicitaire. Enfin, relativement petit acteur, en tout cas, n'est plus présent sur le marché à partir de 20h, au moment où il y a les plus fortes audiences, et ça n'aurait rien changé, la fusion n'y aurait rien changé. Alors justement, c'était la question que je voulais vous poser à ce sujet, parce que ça faisait une sorte de partage du gâteau en deux parts, mais très inégal, comme vous venez de le dire. Et il y avait donc un acteur, TF1 M6, si la fusion se faisait, qui aurait eu peut-être 70% du marché publicitaire, et le reste, effectivement, pour les autres acteurs, dont quand même pour le service public de télévision. Si je peux me permettre, vous avez dit peut-être 70%, c'est votre peut-être que je vais retenir plus que le 70%. La difficulté aujourd'hui, c'est de savoir de quoi on parle. Il y a la télévision classique, mais de ce point de vue, d'ailleurs, la décision de l'autorité de la concurrence est, pour moi, incompréhensible. Dans leur papier, ils expliquent que oui, bien sûr, ils voient monter en puissance la publicité digitale, la publicité vidéo digitale, celle que vous voyez sur YouTube, sur Facebook, prochainement sur Netflix et Disney, que oui, précisément, ils voient bien cette arrivée de la publicité sur les plateformes qu'on appelle de SVOD, que tout ça va peut-être vraiment faire basculer le marché dans les 5 prochaines années, enfin d'ici 5 ans, mais que bon, pour l'instant, on va faire comme on faisait avant, on se regarde juste dans la famille ancienne, quoi, la télévision traditionnelle, et effectivement là, on retombe sur votre 70%, quand on regarde ce périmètre-là, et là, il dit c'est trop. Mais encore une fois, c'est plus que de la myopie. C'est Benoît Cœuré qui a décidé de s'appliquer à lui-même des œillères, qui se les est montées, et qui, à partir de là, a pu rester concentré sur ces 70%. Et puis alors, l'autre question qui se pose malgré tout, quand bien même cette fusion, elle se serait faite, Philippe Bailly, aujourd'hui, le principal problème, et vous avez débuté par ça, d'ailleurs, vous avez parlé d'Amazon. Aujourd'hui, les principaux acteurs des chaînes de télévision françaises, ce sont donc ces plateformes de streaming, Amazon, Netflix et consorts. Et eux ont des moyens qui ne sont pas seulement liés à leur introduction en bourse, qui sont liés au fait que leurs marchés sont mondiaux. C'est-à-dire que cette série d'Amazon, Le Seigneur des Anneaux, elle va être diffusée dans le monde entier. Bien sûr, 200 pays. Alors donc, ils ont des moyens qui sont autrement plus importants que les chaînes françaises, qu'elles se concentrent ou pas. Ils auront de toute façon des moyens financiers incomparables avec ceux des chaînes françaises. Mais j'ai envie de dire, d'abord, dans un peu de bon sens paysan, quand on est petit, on est même petit, on est un peu plus grand en se faisant la courte échelle qu'en restant côte à côte. Ça, c'est une chose. Les groupes nationaux, parce qu'on parle des Français, mais on pourrait dire la même chose des autres groupes nationaux européens, ont quand même pour eux une histoire, une culture, un attachement du public. Fin de semaine dernière, l'Arcom a publié une étude qui montre que dans chacun des grands pays européens, ceux du coin aiment bien regarder des séries et privilégient des séries qui viennent de chez eux, qui leur parlent d'eux, qui leur racontent des histoires. HPI, la série phénomène de TF1 des 2 dernières années, elle se passe dans le Nord, elle est très ancrée dans le Nord, elle est très... Bref, voilà, on n'est pas dans du produit mondial, effectivement. Et de la même manière que Coca-Cola n'a pas totalement détrôné le petit blanc au comptoir. Mais sur donc le déséquilibre, il est insoluble. Simplement, encore une fois, politique des petits pas, comme disait Kissinger. Merci Philippe Bailly. Je rappelle que vous êtes le président d'NPA Conseil. Il est 7h24 sur France Culture.